On va pas se mentir, c'était un match bizarre. C'était une victoire bizarre hier. On a probablement vécu la pire première mi-temps de la saison au stade Vélodrome. Je dirais même pire que le match face à Toulouse qui était une réelle purge. Mais la différence, c'est que l'OM menait 1-0 hier face à Rennes. Alors, on rajoute le froid glacial marseillais. C'était dur et c'était l'ambiance qui ressortait quand on a discuté entre supporters à la mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps a été quand même un peu meilleure. Alors c'était pas difficile non plus, mais tactiquement ça a évolué et l'OM l'a emporté 2-0, clean sheet. C'est bien pour le moral. C'est une série qui commence et on va l'analyser à froid. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur CM Football. Analyser à froid. On va revenir sur les choix de Gattuso et on va se parler de ce clean sheet parce que il y a des éléments de base qui sont en train de sortir de cette équipe de Gattuso. Et puis, en fin de vidéo, je vous partagerai un petit moment, un petit plaisir qui m'est arrivé ce week-end, ce samedi, la rencontre que j'ai pu faire avec André Villas-Boas, une rencontre improbable qui n'était absolument pas prévue. Et vous le voyez, il y a un sourire qui est très sincère sur cette photo. Et je vous partagerai ça en fin de vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque pour ceux qui me suivent, cette photo a été partagée notamment sur Instagram ce samedi. Et c'était un vrai moment de plaisir. Alors, on va commencer par quelque chose de traditionnel maintenant sur les vidéos dès que l'OM l'emporte. Yes! Yes! Désolé pour vos oreilles, mais c'est un grand plaisir parce que, mine de rien, c'est un soulagement de l'emporter face à Rennes. Rennes qui restait sur 2 victoires après l'arrivée de Julien Stéphan. Alors, il y a un penalty qui a été obtenu très rapidement grâce à un 1-2 entre Iliman Ndiaye et Unai. Iliman Ndiaye qui semblait en jambes au tout début de rencontre. Et puis ce penalty avec Aubameyang qui est plein de sang-froid face à Steve Mandanda qui n'en avait pas arrêté beaucoup avec l'OM. Alors, on espérait évidemment qu'il n'en arrête pas celui-ci face à son ancien club. Et puis, on a eu la traditionnelle moue de Steve Mandanda qui a été mis en avant sur Prime. Alors, j'en rigole aujourd'hui. Évidemment, c'est parce qu'il est de l'autre côté. Sang-froid de Pierre-Emerick Aubameyang. On pensait que le match allait être lancé. Et finalement, on a vécu une réelle purge en première mi-temps. Ensuite, on a le banger d'Azzedine Ounahi. On va revenir sur sa performance, diamétralement opposée entre la première et la deuxième mi-temps. Mais voilà, son talent mis en avant à travers sa prise de balle, à travers sa percée, son double contact, sa vivacité, son regard et cette frappe soudaine, sèche, juste en dessous de la lucarne de Mandanda. Alors, la défense rennaise était aux abois, il faut le dire aussi, mais tout le mérite lui en revient. Il s'est construit son but tout seul et c'est à l'opposé complètement de sa première mi-temps qui était infâme. Même si, vous le verrez tout à l'heure, tactiquement, il a apporté des choses. Alors, ce match a été aussi le théâtre de 2 cartons rouges. Je vous donne mon avis sur le carton rouge de Christopher Wu. Je vous cache pas, et je l'ai dit au stade, si c'est la même chose côté OM, je trouve ça très sévère. Maîtrise pas réellement son geste, je suis d'accord, mais le pied est sur le pied de Kondogbia. Il arrive vite. C'est peut-être ça qui fait peur à l'arbitre, mais un jaune ne m'aurait pas choqué sur cette action-là. Et si ça avait été un joueur de l'OM qui avait pris un carton rouge sur ce tacle-là, je vous avoue, j'aurais dit que c'était scandaleux. Je suis honnête avec vous. De l'autre côté, je suis évidemment très déçu du carton rouge d'Iliman Ndiaye, symptomatique par rapport à sa première partie de saison avec l'OM, mais le carton rouge est complètement mérité. C'est plus de la maladresse qu'autre chose, mais là, son pied est au-dessus de la cheville. Il glisse sur le ballon, je crois. C'est symptomatique parce qu'il fait un geste magnifique, roulette contact pour effacer le défenseur. Il va pour frapper, il glisse sur le ballon et il va frapper la cheville du défenseur rennais. C'est mérité. Alors, ce qui est injuste à mes yeux, c'est qu'il devrait être suspendu pour le match face à l'Olympique Lyonnais alors qu'il a été qualifié pour cette rencontre. C'est vraiment dommage. Même s'il n'est pas dans la plus grande forme de sa carrière, je trouve qu'il apporte des éléments à certains moments, notamment ce penalty qu'il a obtenu, et ça peut lui mettre en confiance. Il sera suspendu face à l'OL, et il devrait également être suspendu face à Lorient, parce que rouge direct, je pense que la commission de discipline risque de le suspendre pour 2 rencontres. En tout cas,
La presse nationale parle d'un début d'embellie. Marseille reverdit avec l'équipe. Et je trouve le quotidien, la Provence, très dur avec l'Olympique de Marseille. Sans qu'il y ait peut-être une fracture entre le média et l'OM. Incroyable, un succès en Ligue 1, Unai grâce et disgrâce. Je vous passe les encarts à droite à gauche, mais c'est vrai qu'on sent le quotidien très piquant, alors que l'OM remporte un deuxième succès. Est-ce que il y a des choses sous-jacentes entre le club et le média? On peut se poser la question, mais en tout cas, ici, on va être satisfait des 3 points, même si le jeu a été délicat. Alors on va passer au choix de Gattuso. Gattuso qui est parti sur un 4-2-3-1 classique. Il n'avait pas changé sa défense, alors que dans son discours d'après-match, on sent que c'est particulier quand même parce que il a dit que Renan Lodi avait les adducteurs qui sifflaient, que Kondogbia, il aurait pu le sortir plus tôt, mais ça c'était difficile au niveau du milieu de terrain, et que Jonathan Klaus, c'était un choix plus de sportif de le sortir à la mi-temps. On a Murillo en défense latérale. On aurait pu le faire entrer dès le début de la rencontre en tant que titulaire parce que Murillo, je trouve qu'il fait du bien à cette équipe. On l'a accueilli avec beaucoup de scepticisme, mais je trouve qu'il apporte. Il est sérieux. Alors, est-ce qu'il est meilleur que Lodi ? Je ne peux pas le juger. En tout cas, Lodi a fait une rencontre neutre. Il n'a pas été aidé sur son côté gauche pour être accompagné pour défendre. Mais Murillo mériterait peut-être d'être testé davantage en tant que latéral titulaire. Le milieu à deux, on avait Verretou qui avait une gêne, Azzedine Ounahi qui a fait une très piètre première mi-temps. C'était vraiment très difficile à regarder, mais globalement par rapport à la tactique de l'OM. Mais surtout, on ne sentait pas qu'il voulait jouer de l'avant, comme toute l'Olympique de Marseille. Et ça, c'était dur. Je me posais la question à la mi-temps du savoir du nombre de passes vers l'avant qu'il avait pu réaliser. Et en deuxième mi-temps, on a senti un changement quand même, parce qu'il a touché très rapidement 3 ballons dans la première minute, et on a senti un joueur plus à l'aise en deuxième mi-temps. Alors il s'est peut-être fait secouer par Gattuso à la mi-temps, mais on l'a senti mieux. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a répondu avec ce magnifique but. Geoffrey Kondogbia a été très bon dans cette rencontre. Alors, très bon. Par rapport à l'ensemble et la moyenne des joueurs, il a été au-dessus. Voilà, c'est pour moi peut-être le joueur de cette rencontre. Il canalise ses grandes jambes, aide physiquement, on le sent de mieux en mieux. Et il arrive très bien à orienter et à donner le tempo de ce milieu de terrain du côté de l'OM. J'ai été déçu de la performance d'Ismaïl Assar qui n'a pas apporté ce qu'il avait apporté face à l'Ajax, plus en difficulté sur son côté droit. Et du côté de Iliman Ndiaye, sur un match comme ça, il est décisif puisqu'il obtient le penalty. Difficile de donner d'autres éléments, comme Pierre-Emerick Aubameyang qui a lancé plusieurs fois le pressing, mais il n'a pas été suivi, qui a fait plusieurs appels en profondeur, mais sur lesquels il n'a pas été lancé. Et quand il a eu les ballons dans le jeu, c'était pas forcément très performant. Maintenant, il marque le but qu'il faut et il lance l'Olympique de Marseille. Dans les changements, Balerdi a fait une bonne rentrée, je trouve, dans l'impact physique. Et Jonathan Klaus, lui, de son côté, a raté sa première mi-temps. On l'a senti. Vitinha, intéressant en point de fixation. Et le fait de faire rentrer Mugueux à la place de Lodi, ça montre en fait que il y a un vrai problème d'arrière latéral du côté de l'Olympique de Marseille et le mercato va devoir faire changer tout ça. En tout cas, ce qui m'a marqué aussi dans les choix de Gattuso, c'est qu'on est passé à 3 une fois que Iliman Ndiaye a été exclu. On est passé à 3 en défense centrale. Je pense que c'est plus par la force des choses parce que Mugueux était latéral gauche, on avait Murillo latéral droit. Est-ce que Gattuso passera à 3 dans les prochains matchs en défense centrale? Je l'aimerais, vous le savez. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il y a un élément. Ah oui, un point important, voilà, 4-2-3-1. Mais regardez, voilà, la position moyenne des joueurs. J'aurais dû vous passer cette slide un peu plus tôt, je suis désolé. Regardez la position moyenne des joueurs. On était plus sur un 4-2-1-3 ou un 4-2-4. Et on le sent, et je vais plus dire 4-2-4 parce que du stade,
on sent régulièrement l'équipe coupée en deux. C'est assez flagrant de voir cette équipe coupée en deux avec un no man's land là où Harit devrait peut-être à mes yeux décrocher pour récupérer le ballon et pour justement orienter le jeu et être plus proche de Kondogbia. Mais je pense que c'est une consigne de Gattuso de voir Harit plus haut. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. En tout cas, il y a un élément marquant. Ouais, ça, ce sont les notes de l'équipe. J'aurais donné une note, un point en moins à Lodi, un point en moins à Klose. Et pour Unai, il n'y a pas de demi-note du côté de l'équipe. J'aurais dit 5,5, ce qui est la note de la Provence. Parce que sa première mi-temps, c'est 3 ou 4. Et sa deuxième mi-temps, c'est 6 ou 7. Donc, ça finit à 5, 5,5 à mes yeux. Un point qui est important, c'est un élément de base de la part de Gennaro Gattuso, c'est ce clean sheet. Excusez-moi, je reprends ma salive. 0 tir cadré côté Stade Rennais. 0 tir cadré. Seulement la tête en retrait de Vitinha qui a été sortie très bien par Paolo Lopez. Meilleure défense à domicile en Europe. Actuellement, l'Olympique de Marseille, un seul but encaissé cette saison, c'était lors de la première rencontre, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on va analyser ce qu'on a pu voir comme une purge du côté du stade. Eh bien, il y a peut-être une notion, une identité défensive qui est en train de se trouver avec des lignes très rapprochées. Ça, c'est après l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Des lignes très rapprochées qui empêchent Rennes de rentrer dans la surface de réparation et qui empêchent les Rennais de tirer. On l'a vu à plusieurs reprises. Ici, c'est à la 17e minute. On le voit ici à la 25e minute avec un bloc très compact et qui empêche les Rennais de rentrer dans la surface de réparation et qui les oblige à jouer sur les côtés. C'est aussi pour ça qu'on a vu Klose et Lodi en difficulté. Ces images sont bien évidemment avec l'équipe digitale qui en fait une analyse ce matin. Quand on amène les joueurs sur les côtés, on a déplacé le bloc et on a vu aussi les latéraux rennais qui étaient pris par 2 ou 3 joueurs. Ici, Truffert, juste après l'ouverture du score. Et ça, c'est un point intéressant. On sent une discipline défensive. C'est un point très intéressant. Et là où la charnière centrale avait été mise en difficulté face à l'Ajax, et notamment Gigot qui avait raté son match à mes yeux, là on a senti Mbemba et Gigot très proches à plusieurs reprises, ce qui a obligé Bourigeaud ou les Rennais à jouer au-dessus de la défense pour contourner le bloc bas. Et là c'est le moment où je crois c'est Gouiri qui fait sa tête, ou Terrier qui fait sa tête, et qui va aller sur le côté. En tout cas, Gigot et Mbemba très proches dans la défense centrale. Et quand Terrier s'est retrouvé en position de frappe, il était très vite collé par un défenseur marseillais. Et là, ce sont les points que je voulais vous montrer concernant Unai et Kondogbia. Le rapport dans la surface de réparation, les Marseillais qui étaient... Quand les Rennais rentraient dans la surface de réparation, Unai qui est venu couper une ligne de passe. De la même manière, quand le fait l'a fait, c'est Kondogbia qui est venu pour couper et sortir la balle en corner. Donc, pour conclure cette partie clean sheet, il y a une discipline qui est en train de se trouver. Il y a une charnière centrale qui semble être celle souhaitée par Gattuso. Il y a une défense qui est maîtrisée. Un bloc bas, des lignes resserrées. Est-ce que c'est un début d'identité qui est en train d'être trouvé? En tout cas, les chiffres sont là, les statistiques sont là. L'OM n'encaisse pas de but à domicile en Ligue 1. Et ça, évidemment, ça permet de construire une base pour la suite. Et c'est un point important avant la rencontre face à Lyon qu'on analysera demain en avant-match. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ça. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de tout? Oui, on va pouvoir passer à ce moment de plaisir. Je pense que voilà, je le redis, mais il y a un vrai sourire sincère. Et j'ai croisé André Villas-Boas qui m'a donné son accord. Et ça, c'est un point important. André Villas-Boas m'a donné son accord pour partager ce moment sur les réseaux sociaux. Alors, je voulais pas le faire à chaud samedi, pour la simple et bonne raison que je sais aussi l'ampleur que peut prendre une photo sur les réseaux sociaux et le fait de voir André Villas-Boas à Marseille.
Ça peut lancer des rumeurs. Et l'objectif ici, clairement pas du tout de lancer de rumeurs. Je vous partage ce moment. On a eu une discussion. Il s'est gentiment arrêté. Il était avec sa femme en train de se balader. Et je l'ai remercié pour ce qu'il avait apporté à l'OM, notamment la qualification en Ligue des Champions, notamment la victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et il sentait beaucoup de passion. Et lui, il avait beaucoup de passion aussi à partager son amour du côté de l'Olympique de Marseille. J'ai partagé aussi mon soutien par rapport à ce qui se passe autour de lui, autour de sa famille, parce qu'il est candidat à la présidence du FC Porto et ce qu'il a apprécié. Donc, il y avait beaucoup de joie et il sentait beaucoup de joie de mon côté. Et vous le savez, vous qui me suivez, je parle beaucoup et j'essaye de partager aussi mes émotions. Et je lui ai gentiment demandé, enfin pas demandé, parce que je ne me demandais pas ce qu'il faisait ici, c'était pas mon rôle et c'était déplacé de ma part de savoir mais qu'est-ce que vous faites à Marseille. Non, je lui ai dit que j'avais l'espoir un jour de le revoir du côté de l'OM, ce à quoi il m'a répondu, moi aussi. Alors, c'était plus par politesse qu'une véritable volonté. On le sait, je le rappelle, hein, il est candidat à la présidence du FC Porto. Mais je l'ai plus senti de manière polie. Alors, certains vont peut-être couper la séquence, la mettre sur les réseaux sociaux, peut-être dire que AVB veut revenir à l'OM. Je dément totalement cette information de mon côté, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il a répondu, voilà, moi aussi dans une forme de politesse, de forme de passion, parce que pour qu'il revienne à Marseille de cette manière-là, c'est qu'il aime la ville. Il s'est arrêté plusieurs fois, je l'ai vu après avec d'autres photos sur les réseaux sociaux avec d'autres supporters. Il a été voir sa fresque à Vallon-des-Offs. Il était dans la région du côté d'Aix-en-Provence dans un très bel hôtel ce week-end. Il aime la région, il aime Marseille. Il a vécu un moment formidable ici à Marseille en famille. Et puis, on le sait, Pablo Longoria et André Villas-Boas n'étaient pas les meilleurs amis du monde. C'est une des raisons pour lesquelles il a quitté l'OM, c'est l'arrivée d'Encham qu'il découvre dans la Provence le matin, alors qu'il est l'entraîneur principal. Bon, il a donné sa démission en laissant tout du côté de l'OM. C'est un grand monsieur, je trouve. Et la rencontre traduit son sourire et notre sourire traduisent justement ce moment de plaisir et j'ai vraiment apprécié et je suis très content de vous partager ce moment-là. Voilà, j'espère que ce type d'infos, de partage vous fait plaisir. En tout cas, moi, c'est un moment de plaisir que je partage avec vous. On va se retrouver demain pour OM-OL pour vous partager l'avant-match. On va faire un focus sur cette OL et on va analyser aussi la rencontre face à Lens que j'ai pas pu voir mais que je vais rattraper parce que il semblerait qu'il y ait un début de commencement de quelque chose à l'OL avec Sage en tant qu'entraîneur. Je vais analyser ça pour voir comment cette rencontre va pouvoir se disputer et comment l'OM peut espérer faire une série et remporter cette victoire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Allez l'OM, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Rendez-vous demain, rendez-vous sur Instagram pour les backstage. Et je vous dis à très vite. Ciao.